Bonjour à tous et à toutes, bonjour les amis. Je suis ravie de vous retrouver dans l'émission d'Auteur à Auteur. Et aujourd'hui, nous allons explorer des concepts en relation avec la nature. Grâce à Marc Meyer, qui est quelqu'un qui très jeune s'est tout naturellement attaché à cette nature et qui a ensuite étudié par des formes de druidisme et aussi a étudié et enseigné les arts martiaux pendant 15 ans. Ça lui a permis dans cette étude de développer sa propre puissance intérieure en apprivoisant aussi celle de la nature. Donc nous allons explorer tout cela, mais pour démarrer, eh bien Marc, bienvenue dans mon émission. Je suis ravie de t'accueillir et de parler avec toi de ce sujet-là. Merci beaucoup, Patricia. Et puis, merci et bienvenue à toutes et à tous. Super. Alors, Marc, donc, a écrit ce livre-là qui vient de sortir, enfin qui est sorti fin d'année dernière, Magie des rituels sacrés et sauvages, et en te nommant un druide actuel aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que le druidisme dans une version simplifiée et compréhensible pour tout le monde, Marc? Alors, c'est une bonne question, ça, Patricia. Parce que, en fait, quand on, dans les études de druidisme, souvent, on pose la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un druide, en fait? Et si tu demandes à, je sais pas, 100 druides différents, ben, tu risques d'avoir 110 ou 150 réponses différentes. C'est un sujet, c'est une approche qui est très personnelle. Et puis, j'estime, voilà, après, c'est pas une question de formation pour moi, c'est une question de sensibilité. Une sensibilité d'une relation à la nature. Donc, dans l'absolu, on peut être de manière naturelle ou spontanée, être druide, dans le sens où on entretient une relation avec la nature, avec la vie, avec des arbres, avec les animaux. On peut le faire spontanément sans forcément avoir suivi une formation. Donc on pourrait déjà dire qu'il y a des druides de nature et puis potentiellement aussi qu'on peut l'être aussi de formation. Mais après, on parle souvent plus de néo-druidisme, c'était nouveau druidisme, puisque souvent on fait référence, disons, à ces prêtres celtes, on va dire, qui officiaient il y a des milliers d'années. Et faut savoir qu'en fait, leurs pratiques, on sait très peu de choses. Je vais faire vite parce que sinon, si je commence à tout expliquer, on en a pour un petit moment. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu une renaissance en fait de cette approche de la nature, de la sagesse de la nature ancestrale autour du XVIIIe siècle par la franc-maçonnerie. Et puis donc c'est une nouvelle forme, disons, qui est plus une renaissance du druidisme, une nouvelle approche qui a aussi son sens, puisque à mon avis, perpétuer des rituels ou des traditions, des pratiques d'il y a 2000 ans n'a aucun sens, puisque notre société a évolué. On a accès à de la technologie, on a des soucis aussi écologiques, on a des enjeux écologiques, on a une éducation, des connaissances scientifiques qui sont différentes. Donc, ça a tout son sens aussi que cette philosophie, cette approche, cette sagesse a pu évoluer. Voilà. Oui, en lisant ton livre, j'ai compris que vraiment la nature prenait tout son sens et qu'on pouvait apprendre à utiliser les forces de la nature à des moments clés pour justement se mettre davantage en lien. Et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est super important de refaire du lien avec la nature. Mais moi, j'ai trouvé que ça se rapprochait pas mal des formes de chamanisme. Est-ce que il y a vraiment des écarts ou est-ce que ma vision et ma compréhension des choses est correcte? Oui, tout à fait. Mais après, le chamanisme, c'est peut-être plus une approche qui est souvent liée à la Sibérie ou aux Amérindiens, alors que le druidisme, en fait, ça tient ses racines en fait, dans notre culture à nous. Donc, par exemple, sur le chamanisme, on va faire référence à des animaux, par exemple, qui ne sont pas en lien avec notre milieu, même si les principes de la vie, les éléments, etc., se rejoignent. On se rejoint c'est quelque chose d'universel, quelque part.
Mmh. Donc, oui. Oui, c'est ça. Ce sont des différences dans les animaux, dans les arbres, dans la nature, mais finalement, c'est adapté à l'endroit où on vit, à nos cultures. C'est ça que tu veux Voilà, dire. c'est une approche plus culturelle, je dirais, dans nos racines, plutôt que d'aller chercher, disons, des cultures s'approprier ou retrouver des choses dans les cultures extérieures. C'est le principe, c'est d'aller retrouver dans nos racines ancestrales, nos traditions, avec nos symboles aussi, qui se retrouvent voilà, dans nos traditions, comme celle de Noël, celle de Pâques, etc. Où ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de perpétuer ces traditions avec ce sens qui a été perdu, c'est se réapproprier ce sens de ces symboles et y mettre voilà, une signification sur que ce soit l'arbre de Noël, que ce soit le lapin de Pâques, ou que ce soit voilà, ou les œufs de Pâques, d'aller chercher le pourquoi ces symboles ont traversé le temps, et puis y remettre du sens en fait. Mmh. Et alors donc, depuis combien de temps, toi, tu es passionné par la nature? Tu habites en Suisse, hein, et depuis combien de temps tu es passionné par la nature? Et qu'est-ce qui, a enclenché finalement cette envie, d'en savoir, plus, dans les manières de se relier à la nature? Alors, oui, comme je le dis dans le livre, c'est vrai que je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. C'est-à-dire que mes parents n'étaient pas croyants du tout, j'avais aucune éducation religieuse, je n'ai pas été baptisé. Donc à l'époque, pas question non plus de suivre des cours de catéchisme ou quoi que ce soit. Donc j'avais cette quête de sens, de réponse. Et puis, bon, mes parents n'étant pas croyants, j'allais en cachette dans la forêt puisque j'habitais en montagne dans un petit village. Et puis j'avais une grande liberté voilà, d'aller me promener tout seul. Puisque voilà, un peu sous la surveillance aussi des personnes du village, et je passais beaucoup de temps donc du coup tout seul dans la forêt, et j'ai commencé à faire mes petits rituels simplement en partant du cœur spontanément pour honorer en faisant crier quelques brindilles. Évidemment des fois ma mère me demandait comment ça se faisait que je sentais la fumée, mais c'était une question un petit peu gênante. Mais voilà, je faisais des choses un petit peu spontanément et puis intuitivement. Et puis, bon, ma quête de sens, comme tu le disais tout à l'heure, s'est poursuivie. Donc, je suis allé chercher dans le bouddhisme, ensuite dans le taoïsme, les arts martiaux, etc. Et puis, il y a toujours une chose qui me dérangeait quelque part, c'est que c'est souvent des philosophies qui sont pas en accord avec notre époque et puis ou notre culture. Donc, quand j'ai fait connaissance avec le druidisme, j'étais juste émerveillé puisque c'était quelque chose qui répondait à ce besoin que j'avais de se relier à quelque chose voilà, qui soit dans notre culture et puis qui soit adapté aussi, complètement adapté à notre mode de vie actuel. Oui, je comprends, oui. Alors justement, quand j'ai commencé à lire ton livre, tu présentes, tu vois, un peu des symboliques, la baguette, magique, le chaudron. Je me suis dit: «Où est-ce qu'on va?» On se dirait dans l'école de Harry Potter. Bon, alors donc j'ai continué et là après on se retrouve vraiment avec des choses très, très concrètes, très pragmatiques, très poétiques, finalement. Et donc on va essayer d'aborder un petit peu certains éléments, pas tout, hein, de ton livre, mais c'est un livre que j'ai vraiment apprécié de lire et qui faisait aussi écho, moi plutôt du côté du chamanisme amérindien, mais la connexion avec la nature, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Je pense que ça peut vraiment être utile pour plus grand nombre. Alors, à un moment, tu nous parles de cette idée de célébration, et on peut célébrer les saisons. Et qu'est-ce que c'est qu'une célébration vue du côté du druidisme et en quoi ça peut nous être utile finalement de célébrer ces changements de saison? Alors oui, je parle de 8 périodes. Hein. Traditionnellement, il y a ces 8 fêtes. Parce que déjà, il y a à mon sens une grossière erreur que j'entends tout le temps. C'est quand on dit que l'hiver commence le 21 décembre, le printemps c'est le 21 mars, l'été le 21 juin. Et pour moi, c'est absolument absurde. Parce que quand on observe la nature, il va pas commencer à neiger à partir du 21 décembre. Et la nature, elle va pas commencer, les plantes ou les fleurs ne vont pas commencer à pousser à partir du 21 mars, quoi. Donc, moi, je l'aborde plus dans le sens où ces solstices, ces équinoxes, c'est le cœur, c'est les lumières des saisons. C'est une célébration de dire, voilà, c'est la lumière, le 21 décembre, c'est
c'est l'occasion de se plonger, de se reconnecter ou de célébrer, de reconnaître cette lumière de l'hiver. Et donc c'est pour moi le cœur de l'hiver. Au printemps, c'est le cœur du printemps, le 21 mars. Et entre deux, donc le cœur de chaque saison, il y a des transitions qui se font progressivement. Donc si on peut mettre des dates fixes avec les éphémérides sur ces équinoxes et solstices, les intersaisons, les transitions de saison sont beaucoup plus, c'est ce que j'explique dans le livre, sont beaucoup moins, on va dire, facilement définissables, puisque ça ressemble, voilà, on peut y mettre le sens qu'on veut. Donc, par exemple, on approche bientôt de début février, et puis c'est là que chacun, à notre manière, on va ressentir les premiers signes du printemps. Donc, c'est la transition qui commence vers le printemps, donc qui a à prendre conscience qu'on marque cette transition aussi, ce renouveau, ce réveil de la nature qui se fait. Certaines personnes vont le percevoir par les chants des oiseaux, par des odeurs, par la douceur de l'air peut-être, par l'envie de sortir davantage. Et puis, surtout, c'est au début février, si vous faites un peu attention, que vous allez ressentir aussi pour les premières fois les jours qui commencent à se rallonger. Les jours, ils commencent à se rallonger depuis le solstice d'hiver, mais c'est vraiment début février qu'on commence à ressentir que les jours se rallongent. Donc, on peut se baser sur les lunes, on peut y mettre, on peut dire que par exemple cette célébration, pour prendre cet exemple, que le 1er février, 2 février est fixé là, puisque c'est à mi-distance entre le solstice et l'équinoxe, ou on peut simplement le faire au moment où on le ressent, en fait, pour marquer ça, en fait, en prendre conscience. Mis à part ça, donc c'est aussi une façon de se relier avec les changements dans la nature, hein, l'évolution des saisons. Et un bénéfice qui est aussi très intéressant, c'est que souvent on fait nos rétrospectives et nos souhaits en fin d'année. Et puis en fin d'année, ça fait beaucoup quand même à se souvenir de tout ce qui s'est passé pendant une année, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on va intégrer aussi. Et puis ça permet justement tous les 1 mois et demi à peu près, toutes les 7-8 semaines, 6-7 semaines comme ça, de faire le point entre ce qu'on a vécu, voilà ce qu'on laisse derrière, de pouvoir intégrer aussi les dernières semaines, faire le point de là où on en est, et se préparer aussi à ce qui s'annonce et ce qui se prépare. Donc, je pense qu'en termes de repères aussi, de rythme, d'équilibre, sans rentrer dans aucun sens religieux ou de philosophie ou quoi, c'est quand même aussi une façon de prendre un rythme, de pouvoir se permettre d'intégrer les choses et vécues. Oui, Voilà. c'est sûr que tu disais que les dates fixes, aujourd'hui, c'est plus du tout approprié de se dire, là, c'est Noël, là, c'est d'ailleurs, même l'hiver, on n'a pas forcément de neige non plus. Des fois, le printemps est plus tôt ou plus tard. On sent bien que la nature, bouge, qu'elle est vivante, Parfait. finalement. Et j'aimais bien ce que tu ramènes, qu'on peut, voilà, sur, fin janvier, début février, commencer finalement à sentir les prémices du printemps. Moi, je sais que je sens, quand la sève monte, quoi, quand les tout premiers prémices arrivent. Et je sens, moi, comme si vraiment c'était quelque chose qui se réveillait. Et je trouve intéressant, justement, dans ton livre, des symboliques que tu ramènes et qui nous permettent d'aller en accord avec la nature, finalement, dans ces cérémonies. Alors, tu nous ramènes aussi l'idée, au fur et à mesure des saisons, le fait qu'on peut se relier à des animaux spécifiques, et Oui. que chaque animal a aussi est une représentation métaphorique de ce que ça peut nous apporter. Alors, je pensais, par exemple, tu nous ramènes l'idée du saumon en automne. Oui. Alors, quelle est la métaphore du saumon finalement, et comment on peut contribuer, être inspiré par cet animal à la période de l'automne? Alors, oui, l'automne, parce que le saumon, étant poisson, c'est relié à l'eau. Bon, après, si je commence à expliquer le lien entre l'automne et l'eau, ça va être un peu compliqué, ça va prendre un peu long, mais c'est considéré comme un animal vraiment très sacré, pour la raison très simple, c'est un animal déjà qui peut vivre un des seuls poissons qui vit
qui peut passer de l'eau salée de l'océan à l'eau douce, et qui va remonter, qui va faire des efforts absolument énormes, au risque de sa vie, pour retrouver son lieu de naissance, revenir à la source en fait. Et puis symboliquement, de façon métaphorique, on va dire, c'est un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on démarche dans une démarche spirituelle. C'est tous ces énormes efforts aussi qu'on met toute cette énergie aussi pour revenir à notre essence, à ce que l'on est et à ce qui est important et ce qui est essentiel, quoi. Donc l'essence de notre être. Donc symboliquement, pour faire rapide, c'est un symbole qui est très fort en fait. C'est pour ça qu'il est considéré comme un animal sacré. D'accord. Oui, c'est sûr qu'on va pas dévoiler tout du livre pour donner envie d'aller explorer davantage. Mais qu'est-ce que tu préconises du coup? Comment on peut se mettre en relation avec le saumon pour aller faciliter ce retour aux sources et à notre essentiel? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ou nous conseiller par rapport à ça? Je dirais que c'est très personnel, hein. C'est très personnel, ça dépend beaucoup des pratiques. Il y a des pratiques qu'on appelle en anglais de shape-shifting, c'est-à-dire que on peut se plonger soit en méditation, par exemple en état de conscience plus ou moins profond, modifié, pour se mettre vraiment dans la peau d'un saumon, d'essayer de ressentir ce qu'il vit, de percevoir le monde à sa façon. Donc ça, c'est une façon, je dirais, un petit peu plus poussée. Après, de façon plus simple, on peut simplement observer, que ce soit par des documentaires, se renseigner aussi sur son mode de vie, sur son mode de fonctionnement. Et puis, c'est valable aussi pour d'autres animaux ou pour les arbres, hein. C'est qu'est-ce qui est spécifique et comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il interagit. Donc, je parlais tout à l'heure de ces spécificités, des efforts qu'il fournit pour revenir simplement à la source. Donc, c'est des choses déjà, rien que ça, qui peuvent être déjà inspirantes. Voilà, donc simplement déjà par l'observation, sans aller sur des pratiques plus chamaniques, je dirais, entre guillemets. Donc, juste de façon pragmatique, déjà en observant un petit peu comment les arbres, les animaux fonctionnent, on peut apprendre d'eux, puisqu'ils ont une vision du monde, une façon de vivre, une approche qui est différente de la nôtre et puis qui peut nous inspirer. Alors, tu parles des arbres, effectivement, et donc dans chaque partie de ton livre, tu nous invites aussi à nous relier à un arbre et tu nous dis, à un moment, laissez-vous respirer avec l'arbre et laissez-vous inspirer avec l'arbre. Comment on fait ça? Moi, j'ai des idées aussi, mais toi, comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu peux proposer à nos amis pour faciliter l'inspiration et la respiration avec un arbre donné? Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement, hein, en sylvothérapie, il y a des bains de forêt, donc les bénéfices sont bien connus. Il y a beaucoup d'ateliers, de personnes qui proposent justement d'approcher des arbres. Donc déjà, la première question, c'est comment on approche un arbre. Donc il y a certaines personnes vont le faire en tournant autour. Je pense que c'est une question de cœur. Tout est dans le cœur. Et bon, en fait, c'est comme voilà ce que je dis dans le livre, tout est une question de la pureté de cœur qu'on a et puis de la relation qu'on entretient. Donc, je pense que dans le cœur, on ressent simplement si un être, c'est juste, ou faut savoir s'écouter si on sent que c'est juste ou ça l'est pas. Et puis, quelles sont les attitudes, les mouvements, l'approche. Est-ce que c'est juste de se toucher? Est-ce qu'on y est invité ou pas? Et puis être dans le ressenti et je pense à déconnecter, arrêter de se poser des questions, simplement être dans le ressenti et de cœur à cœur, cette relation de cœur à cœur. On sait que les êtres vivants et même les végétaux sont sensibles et perçoivent cette sensation, ce rayonnement d'amour ou nos intentions. On le sait pertinemment, il y a eu des études qui ont été faites, donc c'est pas pour rien non plus que certaines personnes parlent à leurs plantes. Et puis que ça a un effet. Dans les arbres, on a pu mesurer qu'ils émettaient différentes substances, et puis qu'ils savaient réagir. Donc voilà, sans aller trop dans le détail là-dedans, je pense que l'important, c'est de ressentir dans son cœur, d'être le cœur ouvert,
et puis savoir voilà, recevoir ce qu'ils ont à nous donner, et puis tout en aussi en offrant en fait notre amour, puisqu'à mon avis, en remerciement ou en offrande, c'est peut-être ce qui peut les toucher le plus. Et puis, enfin, le plus plaisir, c'est de recevoir simplement notre amour. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a cet aspect de la réciprocité. On fait appel à eux et donc ils nous donnent, mais qu'est-ce qu'on leur donne aussi? Et tu mets vraiment en avant ce côté de l'amour inconditionnel qui est porteur de la relation, d'une relation respectueuse. Et moi, ça me fait penser aussi, tu sais, dans Avatar, cette belle connexion en fait Oui. que ces êtres ont avec la forêt, avec les racines, les sons qui sont produits. On sait même aujourd'hui que les plantes, les arbres produisent une musicalité qu'on est Oui. capable de capter. C'est ça qui est Et on fabuleux. peut Comment chanter aussi en fonction de ce qu'on a envie, des énergies qu'on ressent, sortir des sons. On peut chanter pour eux. Mm. Ce que je rebondirais sur peut-être je sais pas comment le dire de façon juste, mais peut-être un focus, une attention à porter à une chose, un aspect. C'est que beaucoup, on a peut-être tendance à aller, de pas aller dans la nature avec une intention consumériste, dans le sens où on y va souvent déjà, c'est pour se ressourcer. On va voir les arbres parce qu'on y va pour faire de la thérapie, pour se régénérer, parce qu'on a besoin d'eux, etc. Bien sûr, c'est une ressource, mais pourquoi ne pas y aller aussi pour moi quand j'y vais, j'aime y aller comme pour rendre visite à mes amis, pour voir comment ils vont, pour s'intéresser aussi à eux, pas seulement pour prendre, mais aussi pour prendre des nouvelles, pour donner, pour être en bonne compagnie, et puis voilà, en accord avec moi-même, en accord avec le milieu, avec la nature, et pas juste pour aller prendre en fait, mais aussi pour voilà, sans forcément donner, mais simplement pour être, et puis rendre visite et être et entretenir un lien. Vous voyez, tu vois, c'est comme les relations. Si on va voir des amis uniquement quand on en a besoin, euh, voilà, c'est pas la même chose Ouais, que quand on c'est pas leur la rend même chose, visite non? pour quand on s'intéresse. Donc voilà, C'est ça, je vous ouais, invite pour prendre des vraiment nouvelles. aux personnes qui nous écoutent, je vous invite vraiment à y aller aussi dans cette optique-là de tisser des liens, de prendre des nouvelles, de voir comment ce qui se passe et de s'intéresser à ce qui se passe et pas seulement pour prendre, quoi. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de faire l'expérience sur plusieurs jours ou plusieurs semaines parce que une amitié, un lien, une connexion, ça s'établit pas juste en une seule fois, quand on le voit bien avec les gens. Et Oui, donc, pour la nature, c'est un peu pareil, quoi. On a à s'apprivoiser, on a à comprendre comment on fonctionne, comment on communique finalement. exactement. Et je comprends que dans chaque arbre a une manière de communiquer, ce que tu ramènes un petit peu dans le livre aussi. Alors chaque arbre a je dirais que chaque arbre, chaque individu a sa personnalité, l'espèce ou l'essence a la sienne, et puis après il y a la forêt, toute la forêt, la communauté des arbres aussi. Donc chaque coin de forêt ou chaque forêt a aussi ses vibrations, son ambiance, etc. Donc voilà, avoir avec qu'est-ce qu'on perçoit, et puis avoir conscience aussi de ces différentes échelles. Après, cette En tout cas, relation, oui. oui, vas-y. Et cette relation, elle se fait avec les arbres. On a beaucoup parlé aussi des arbres, des animaux. C'est vrai que dans le livre, j'aborde sur les puissances de la nature aussi. Et puis, c'est un petit peu le but aussi de ces rituels, ces célébrations, c'est de tisser de ces liens justement d'amour, de confiance. Voilà. Après, c'est comme un ami, quand on est proche, on a des liens d'amitié, des liens qui sont forts. Le jour où on a besoin d'aide, eh bien, forcément, c'est différent qu'une approche où on va demander, exiger, imposer. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, le vrai pouvoir qu'on a, c'est vraiment celui de l'amour et de construire ces relations intimes et fortes d'amour avec la nature. Mmh. En tout cas, faites l'expérience et partagez vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça serait super sympa qu'on puisse lire vos expériences.
Alors, dans le livre, bien évidemment, hein, tu parles des éléments naturels et de l'eau, du feu, de l'air et de la terre et de ce que ça peut nous apporter. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous dire un petit peu quel est le pouvoir du feu, par exemple? Moi, le feu, c'est quelque chose que j'adore. Donc, vu de ton côté, c'est quoi le pouvoir du feu? Comment on peut l'utiliser? Comment on peut être avec? Alors, le pouvoir du feu, le feu, c'est, sur les 4 éléments, c'est un élément à part. Parce que, comme je dis, c'est le seul déjà qu'on peut produire sans chimie ou quoi, donc on peut créer. C'est un pouvoir aussi, c'est le seul élément qui ne peut pas être, qui reste toujours pur. On peut polluer la terre, on peut polluer l'air, on peut polluer le feu, on ne pourra jamais polluer l'eau, on ne pourra jamais polluer du feu. Donc c'est déjà quelque chose de vraiment très particulier, et il a ce côté purificateur aussi. Maintenant, si on a le pouvoir de le créer, ça implique une grande responsabilité, celle de l'alimenter, ce feu, et de le contenir aussi pour éviter qu'il ne consume tout. Et puis, dans chaque élément, en fait, pour chaque élément, je fais le parallèle avec ces puissances, comment elles se manifestent dans notre vie. Et ce feu dans notre vie, eh bien, c'est notre feu intérieur, notre joie, notre enthousiasme, nos passions. Et puis, elles peuvent être aussi dévorantes. Ça peut être aussi cette puissance, cette force intérieure qu'on peut voilà, qui peut rayonner, mais qui peut aussi se manifester quand c'est pas contenu sous la forme de colère. Donc, ça, c'est quelque chose de puissant qui doit pas, comme je dis, c'est les éléments sont beaucoup trop puissants de toute façon pour qu'on puisse imaginer ou pouvoir les maîtriser. Disons, avoir le pouvoir dessus et puis les contrôler. Donc on ne les contrôle pas, mais on peut les canaliser. Et puis, justement, en entretenant ces liens, en tissant ces liens, c'est un petit peu aussi tout ce que j'ai expérimenté dans les arts martiaux, où c'est un petit peu aussi une façon pour moi de canaliser mes colères, de les calmer, et puis dans quelque chose de positif, mettre toute cette énergie, au lieu qu'elle soit destructive, qu'elle soit orientée sur une forme de force intérieure qui soit pas destructive, mais qui soit respectueuse et puis au service de ce qui est positif et bien. Oui, c'est sûr que le feu, en plus, a un pouvoir de transformation extrêmement rapide. Si tu mets une feuille de papier dans le feu, ça brûle rapidement et ça transforme, quoi. Et on retrouve ça quelque part dans les formes de chamanisme, les cérémonies du feu. Et je retrouvais les cérémonies du feu aussi ici dans ce que tu proposes, d'une manière un petit peu différente. Mais je trouve que chaque élément est intéressant. Mais c'est vrai que celui-là, il est, comme tu le dis, on ne peut pas le polluer. Et en plus, il est très transformatif rapidement, en fait. Hein. Oui, oui. C'est un excellent élément pour faire tout ce qui est purifier, pour nettoyer aussi tout ce qu'on ne veut plus et pour le neutraliser, en fait. Voilà, symboliquement, c'est intéressant. On arrive bientôt à la fin de notre émission, Marc. Et j'avais envie de te poser la question de savoir si tu avais un rituel favori ou pas. Le rituel favori? Oui, est-ce que tu en as un qui est favori parce que dans ton livre, tu nous partages voilà, des connaissances, des rituels, des réflexions. Donc, toi, est-ce que tu as un rituel favori ou pas? Oula! Ah. C'est quelque chose qui va soulever beaucoup de questions. Bon, alors dis ce que tu veux. Si tu veux pas répondre, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas la question. C'est que ça va prendre du temps peut-être. Non, mon rituel favori, je dirais, c'est le plus puissant de tous. C'est l'invocation des dragons. C'est-à-dire que les dragons sous symbole, pour symboliser ou personnaliser en fait ces puissances, les gardiens de ces puissances de la nature. Donc en gros, c'est une invocation de toutes ces puissances, les puissances de l'air, du feu, de la terre, puisque en ramenant ces énergies, c'est l'équilibre de ces énergies qui, quand elles sont en équilibre, qui apportent en fait la croissance et la vie. D'accord ? Quand une plante, elle a la bonne dose d'air, d'eau, de lumière, etc., c'est là qu'elle a sa meilleure croissance. Donc, quand on travaille avec ces puissances,
les invoquer pour les ramener, leur demander de service et de s'équilibrer et de jouer, leur demander dans un but particulier quand on a besoin d'aide, ça devient voilà, quelque chose de très fort, on va dire. Ah ouais, super. Et tu sais, les dragons, en fait, moi, j'aime beaucoup. J'ai un oracle sur les dragons. Et surtout, j'ai constaté, je vois parfois dans les nuages des formes de dragons. Et quand je vois dans les nuages des dragons qui crachent du feu, tu peux être sûr que dans les 2 jours qui suivent, à la télé, il y a une annonce d'un feu quelque part. C'est incroyable, hein? Et ça, j'ai mais constaté 10 000 fois, quoi. Donc, chacun et chacune voit. Oui, Expérimenter, découvrir, aller avec un œil, un regard curieux et bloquez pas avec les croyances ou quoi que ce soit, parce que la nature, finalement, elle nous parle tout le temps et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ton livre dont je réaffiche la couverture. Hein. Vraiment, je vous invite à aller explorer ça si vous avez une connexion particulière avec la nature ou si vous voulez développer une relation spécifique. Marc retraduit beaucoup de choses, beaucoup d'approches avec beaucoup de bienveillance. Ça s'appelle Magie des rituels sacrés et sauvages d'un druide actuel aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Marc, est-ce que tu aurais envie de dire pour terminer l'émission, quel message aurais-tu envie de passer à nos amis qui nous écoutent? voilà, et ben, je vous invite vraiment à... Voilà, mon approche, elle se veut évidemment, comme vous l'avez peut-être compris, hors dogme. Donc chacun, je suis vraiment pour que chacun puisse avoir une approche de cette sagesse de la nature, mais de manière universelle, parce que la nature est universelle. Et en étant dans ce côté universel, eh bien, ça permet à chacun, ça permet d'être dans le respect en fait des croyances de chacun et chacune. Et puis voilà, si ça vous dit de venir célébrer ensemble ces rituels, voilà, on parlait des rituels de saison. Eh bien, je propose aussi voilà, de le faire ensemble, d'aborder, de préparer chacun à notre manière, mais c'est des espaces aussi de partage où on peut aussi discuter de quelle manière on a envie de le faire. Et puis, voilà, je ne veux pas faire trop de publicité là-dessus, mais c'était juste voilà, pour vous offrir, sachez qu'il y a cette possibilité aussi. Et puis, voilà, si vous lisez ce livre, j'espère que ça va vous permettre de construire aussi, vous, cette relation à la nature, à votre manière, de construire vos propres rituels qui vous permettent de tisser, d'aller plus loin, selon en accord avec vos croyances, ces relations, et toujours dans le respect et l'amour. Voilà, en résumé. Super, merci Marc. De toute façon, je mettrai les liens de ton site et ce que tu proposes. Comme ça, vous pourrez aussi avoir du contact direct avec Marc, que ce soit pour faire vos commentaires, pour participer à des ateliers, parce que tu organises aussi régulièrement des ateliers sur ces sujets-là, hein, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Je fais souvent des ateliers, des conférences un peu en ligne. Et puis, il y a aussi des accompagnements pour aller dans chacun de ces livres aussi sur... j'aime bien accompagner les personnes pour qu'on puisse vivre, aller en profondeur aussi des choses et le vivre une saison, se plonger dans ces énergies des saisons et puis le vivre ensemble en fait, de façon plus Et concrète. tu fais ces ateliers en Suisse, hein, c'est ça? Tu restes En plutôt ligne, je vais là-bas, plutôt en ligne, en il y a ligne? beaucoup de personnes qui sont de Belgique, de France, et c'est un petit peu difficile. Maintenant, il va y avoir aussi des stages, des fois, qui sont organisés. Donc, puisqu'il faut pas que tout soit en ligne aussi, qu'il y ait du présentiel. Mais Oui, on peut oh, bah, déjà c'est super. commencer. Ça permet à pas mal de monde, voilà, d'y aller. Donc n'hésitez pas franchement à explorer son livre, c'est super. Et donc, avant qu'on se dise au revoir, j'ai juste une petite annonce, puisque j'organise un stage dans un écolieu proche de Limoges, où on sera en contact avec la nature. Et c'est un stage qui aura le thème de la puissance de l'amour de l'âme, quel que soit le terme qu'on met sous l'âme, du 2 au 5 mai 2024. Donc, vous trouverez tout ça aussi sur mon blog. En tout cas, Marc, merci beaucoup pour ces moments d'échange passionnants. Et donc, Merci je à vous dis toi. à tous et à toutes, merci. Et je vous dis à tous et à toutes de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écouterez cette émission. Et on se dit à la prochaine fois. Bye bye et ciao tout le Merci. monde. Bye bye.